Voilà, bonjour. Je pense que la semaine dernière, nous avons laissé un exercice à travailler. Je suis Jiré Pascal Nassena. Nous allons continuer l'exercice que nous avons laissé la fois dernière. Donc, avant de vous montrer l'exercice, le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer une application de gestion parce que nous sommes des gestionnaires en informatique. Donc, nous aurons à créer une application qui sera capable d'enregistrer les informations dans une base de données. Et partant dans une base de données, il y a les différents systèmes de gestion des bases de données. Parce que dans les bases de données, il y a des différents LGBD qu'on utilise pour stocker les informations. Nous, parmi les LGBD, il y en a plusieurs types. Il y en a les LGBD relationnels qu'on utilise vraiment beaucoup. Il y en a les systèmes de gestion des bases de données hiérarchiques. Il y en a encore LGBD réseau. Il y en a encore, vous dites? Ah voilà. Il y en a encore les systèmes de gestion des bases de données objets. Voilà. Maintenant, ce que nous utilisons actuellement vraiment beaucoup plus au niveau des entreprises, dans des firmes et tout comme ça, ce sont des systèmes de gestion de bases de données relationnels. Mais dans beaucoup d'autres entreprises, on utilise orienté objet, système de gestion de bases de données orienté objet. Voilà. Maintenant, dans notre cas, comme nous voulons développer les applications de gestion qui sera capable d'enregistrer les informations. Quand on parle d'enregistrement des informations, c'est le stockage. Quand on stocke nos informations au niveau de la base de données, nous devons être capables de rechercher ces informations. C'est ça, non? Maintenant, quand nous recherchons ces informations, au cas où il y avait des erreurs, nous devons être capables de modifier ces erreurs, de faire l'update et puis de supprimer ces informations et enfin de faire quoi? La listing. Donc, imprimer ces informations, avoir ces informations sur papier. Ok? C'est maintenant le but de ce que nous voulons atteindre. Maintenant, comme on dit dans la programmation, tout langage mène à Rome. Ce que moi je peux faire en Java, vous pouvez le faire aussi en Visual Basic, vous pouvez le faire aussi en .NET, vous pouvez le faire aussi en Delphi. Ça dépend. Donc, dans la programmation, il faudra avoir une spécialisation. Donc, vous êtes spécialiste, par exemple, en Java, vous êtes spécialiste en Delphi et ainsi de suite. Mais il faudra aussi savoir aussi comment fonctionnent d'autres langages. Ok? Ce n'est pas dit que vous êtes spécialiste, par exemple, en Delphi, d'autres langages, vous n'allez pas toucher. Non. Donc, il faudra essayer un peu d'être un peu comme ça. Donc, vous êtes spécialiste dans un langage de programmation, mais vous connaissez au moins d'autres langages de programmation. Ok? Ouais. Voilà. Et partant de ça, c'est l'objectif à atteindre, c'est ça, de concevoir une application qui sera capable de faire ça maintenant en Java. Ok? Maintenant, pour mieux travailler avec les langages Java, il faudra avoir une bonne notion d'algorithme. Si vous êtes vraiment mûr en algorithme, parce que l'algorithme, c'est le socle de la programmation. Donc, quand vous maîtrisez l'algorithme, je vous assure que non, tout langage de programmation qui va venir, vous allez bien travailler. Ça suffit juste de connaître les syntaxes, où on met ceci, c'est là, où est-ce qu'on place ceci, c'est là, c'est fini. C'est comme ça qu'on apprend un langage de programmation. On sous-entend que non, vous avez déjà des notions d'algorithmique. Vous avez déjà des notions d'algorithmique. Et pour apprendre un langage de programmation, on va vous montrer seulement, on a fait comme ça, on déclare une variable comme ça. Et puis, le reste, vous-même, vous pouvez faire. Et puis, on va vous montrer comment c'est fait la connexion avec la base de données. Et puis, le reste, ça sera facile pour vous. OK? Ouais. Voilà. Maintenant, nous allons aller jusqu'ici. Maintenant, pour aller jusqu'ici, il y a des étapes qu'il faudra faire pour arriver jusqu'ici. On ne peut pas directement, on place les composants, tout comme ça, sans pour autant connaître les notions fondamentales, les notions de base du langage Java. C'est ce que nous avons parlé l'autre fois, comment on déclare une variable en Java. Nous avons parlé l'extension d'une fiche en Java. Nous avons encore parlé des structures de contrôle. Nous avons parlé des boucles if, nous avons parlé des boucles while et des boucles switch et ainsi de suite. Nous avons parlé de ça. Maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où nous devons le mettre en pratique. Ok? Ouais. C'est pour cela il y a un exercice là que nous avons laissé aussi la fois passée. Nous allons essayer un peu
de raisonner, de faire un algorithme d'abord par rapport à ça. Et puis, nous allons aller directement dans notre environnement de développement intégré pour concrétiser ce que nous avons écrit au niveau de notre exercice, ce que nous avons comme exercice, et puis ce que nous allons travailler. J'espère que sans plus tarder, on peut y aller. Hein? Kevin, tu n'as pas d'ordinateur? Comment? Aussi, il n'y a pas de Java. Avec machine. Hein? Avec machine. Là, c'est pas cool. Il n'y a pas de Java. Si ça va demander encore installer le Java. Voilà. L'exercice est là. Le premier exercice, on nous dit de faire quoi? De créer une application en Java qui demande deux nombres à l'utilisateur grâce à la saisie des informations. Et puis, quand il demande les deux nombres là, il doit faire sa sommation et afficher les résultats. Donc, c'est juste un petit programme, une petite application qui vous demande par exemple, saisissez les premiers nombres, vous saisissez les deuxièmes nombres, vous saisissez les deuxièmes nombres et directement vous avez la sommation de ces deux nombres que vous avez saisis. C'est ce que cet exercice nous demande en réalité de ce que nous devons faire, c'est ça. Donc, on écrit une petite application qui va demander à l'utilisateur. Donc, ce sont des petites notions qui font en sorte qu'on puisse comprendre un peu la programmation. Que nous puissions comprendre un peu comment est-ce qu'on peut imbriquer l'algorithme dans la programmation quelconque. Ok. Donc, ce sont des petites notions comme ça, qu'on commence avec des petites notions et puis nous allons aller dans des grandes notions. Voilà. Le deuxième exercice, on nous dit de faire quoi? D'écrire un programme en Java qui permet d'introduire les informations d'un étudiant. Nous avons le nom, le post-nom, le prénom, le sexe et l'âge. Et puis on nous dit quoi encore? Le programme doit afficher bonjour, monsieur ou madame, vous êtes mineur ou majeur, selon les critères du sexe et âge. Tout en sachant que non, tout en sachant qu'on est majeur à partir de 18 ans. Voilà. Pour expliquer cet exercice va consister à faire quoi? On va demander à l'utilisateur d'introduire ces informations. Cet utilisateur, on sous-entend que non, c'est un étudiant. Il va introduire son nom, son poste-nom, son prénom, son sexe et l'âge. Maintenant, quand il introduit ces informations-là, l'ordinateur récupère ces informations. Le programme que nous allons faire récupère ces informations. Maintenant, quand il récupère ces informations, ce programme-là doit être capable de dire bonjour, monsieur, si le sexe est masculin. Donc, si le sexe est masculin, notre programme doit savoir que non, c'est déjà un monsieur. Ok? Et le deuxième critère, c'est quoi? Si il n'atteint pas 18 ans, il doit lui dire que non, bonjour monsieur, vous êtes mineur. Donc, sous-entend que non, pour être majeur, l'âge doit être égal à 18 ans ou supérieur. Doit être supérieur ou égal à 18 ans. Mais si l'âge est inférieur ou égal à 18 ans, il va dire que non, vous êtes mineur. Et si le sexe est F, il va dire que non, vous êtes, bonjour madame, vous êtes mineur. Donc c'est un peu ça. Donc vous devez comprendre comment mettre des structures de contrôle, des structures d'imbrication au sein d'un programme, au sein d'une application, quelqu'un que vous êtes en train de développer. Et le troisième exercice, on nous dit quoi? Il est demandé de créer un programme en Java qui calcule les montants total des allocations familiales par enfant. Avec introduction des données, donc tu vas introduire le nom, le sexe, le nombre d'enfants, le montant unitaire d'allocation. Toutes ces informations-là, on va les introduire au niveau du clavier. Donc l'utilisateur va saisir. Alors on nous dit quoi encore? Si le travailleur n'a pas d'enfant, affichez les messages, pas d'allocation ou enfant. Donc quand on introduit les informations, là où il y a nombre d'enfants,
S'il y a 0, normalement, on ne peut pas vous donner l'allocation. Donc, on sous-entend que non, on suppose que non, l'utilisateur et les travailleurs n'ont pas d'enfants, donc ils ne peuvent pas avoir les allocations familiales. Parce que les allocations familiales, c'est beaucoup plus pour les enfants. Hein. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous allons nous mettre au travail pour avoir ce que nous voulons pour travailler cet exercice et afficher les résultats. Voilà. Sans plus tarder, je ferme pour recommencer. Voilà. Nous allons lancer notre environnement de développement intégré qui est NetBeans IDE. Moi, je l'ai mis sur la barre des tâches ici pour un accès rapide directement. On fait un double clic là. Là, on attend le chargement. Ok. Nous avons l'interface de démarrage de notre environnement de développement intégré qui est là. Nous allons ouvrir. Je ferme d'abord tout ça. Voilà, nous allons ouvrir un nouveau projet. On clique sur File, New Project. On choisit Java. Nous voulons créer des applications. Clique sur Java Application. Et puis nous cliquons sur Next. Voilà. Ces genres de programmes que nous sommes en train de créer, ce sont des applications console. Parce qu'en Java, on peut travailler en deux modes. Vous pouvez travailler en mode application console ou bien vous pouvez travailler en mode application graphique. Voilà. Le mode application graphique, c'est un mode qui est vraiment facile du fait que vous allez prendre les composants, vous les placez directement sur une fiche, vous les placez directement sur une feuille et tout comme ça, et puis vous allez insérer les codes. Tandis que dans le mode console, vous créez tout ça vous-même. Vous voyez? Maintenant, pour être un bon programmeur, il faudra d'abord connaître les modes console et puis migrer directement au mode graphique. C'est un peu ça que nous avons voulu un peu comprendre un peu quelques fonctionnalités du mode console et puis directement nous allons mouver au mode graphique pour atteindre notre objectif. J'espère qu'on se comprend. Ok, merci. Voilà. Maintenant, en ce stade ici, si vous voulez utiliser les modes console, vous allez laisser cette case cochée. Create main class. Donc, ça va créer une classe principale directement. Vous voyez, cette classe principale va servir à quoi? Quand vous allez exécuter votre programme, c'est cette classe principale qui s'exécutera. Ok? Maintenant, c'est le compteur au mode graphique. Quand nous sommes au niveau du mode graphique, on va décocher ça et on va sélectionner une fiche principale. Donc, on va sélectionner la fiche de démarrage au lancement à l'exécution de notre application. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux modes. Ici, comme nous sommes en train d'utiliser le mode console, nous laissons. Ça va nous générer directement une classe principale. C'est à cette classe ici que nous allons écrire notre code source. Voilà. Nous allons nommer directement notre classe. On peut les nommer, donner les noms. Donner les noms, on peut nommer quoi? On peut dire quoi? Les noms de la classe, les noms de notre programme. Désir 1. Hein? Désir 1. Ah, mais il y a des exercices. Hein? On met application. Ok. Voilà, vous allez voir que non, le nom de notre classe c'est ça. Donc ça prend directement le nom de notre projet. Et puis finish. Voilà. Ok. Nous avons directement notre classe qui est là. Et de l'autre côté, ici, ce sont des commentaires. Hein. C'est pas vraiment nécessaire d'utiliser ça. On peut effacer. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Notre classe est là. Maintenant, c'est ici que nous allons insérer notre code. Rentrons un peu à notre exercice pour essayer un peu de décortiquer notre exercice. Comment est-ce que nous pouvons résoudre cet exercice? On nous dit de faire quoi? On nous dit de créer une application qui demande
deux nombres à l'utilisateur. Donc, nous aurons besoin des nombres 1 et puis les nombres 2. C'est ça, non, la logique? Voilà. Donc, ça va demander à l'utilisateur deux nombres. Donc, nombre 1 et nombre 2. D'où le message sera quoi? Veuillez saisir. Là, nous sommes en train d'analyser notre exercice. Veuillez saisir les nombres 1. Parce que nous avons besoin des nombres 1, non? Oui. Veuillez saisir les nombres 1 et 2. Voilà. Donc, quand l'utilisateur va saisir les nombres 1 et 2, et puis nous aurons encore à faire quoi? À faire la sommation. Donc, nous aurons encore besoin de faire la somme. Okay. D'où la somme sera égale à combien? Comment? Voilà, nombre 1 plus nombre 2. Et puis, en finalité, on va faire quoi? On doit afficher la somme. Voilà, c'est ça, c'est qu'on dit. Les résultats, c'est ça la somme, non? Parce que quand on fait la sommation, on trouve les résultats. Et puis, en finalité, on va faire quoi? On va afficher la somme. D'une manière algorithmique, on va faire quoi? Ça, ce sont ce qu'on appelle des variables. OK? Donc, d'une manière algorithmique, on doit déclarer ces nombres. Donc, ça sera var ou variable, nombre 1, nombre 2, nombre 3, on le met du type entier. On peut le mettre aussi du type double parce que d'autres calculs, il peut y avoir qui puisse avoir des virgules. On met seulement d'abord. OK. Maintenant, à part ça, nous devons faire l'affectation. Ça, c'est purement l'algorithme. Hein. Somme sera égale à 0. Voilà. Maintenant, après ça, nous allons entrer directement en boucle. Voilà. Répétez. Répétez. Veuillez saisir le nombre 1. Non, ici, nous ne sommes pas encore en boucle. C'est simple. On doit faire quoi? On doit afficher. Afficher. Veuillez saisir les nombres 1. Là, c'est purement algorithmique. Hein? Et puis, quand on saisit ces nombres-là, on doit lire ces nombres, non? Oui. On va dire quoi? Lire nombre 1. Donc, c'est-à-dire que non, le programme a la possession de ces nombres-là que l'utilisateur a saisi. Et ça sera encore la même chose avec le nombre 2. Donc, ça sera V, saisir le nombre 2. Et puis, on va faire quoi? On va faire la lecture du nombre 2. Donc, ici, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la structure début d'un algorithme. Et puis, ici, maintenant, nous entrons dans la structure traitement d'un algorithme. Maintenant, dans cette structure ici, nous allons faire quoi? On va faire les traitements. OK? Donc, les traitements sera quoi? On va prendre les sommes ici qui est égal à 0. OK? Et puis, on va faire les nombres que l'utilisateur a saisi, le nombre 1 que l'utilisateur a saisi, plus le nombre 2 que l'utilisateur a saisi. Et en finalité, on va faire quoi? On doit permettre notre algorithme afficher la somme. Oui. Voilà, les D/, ce sont juste des commentaires. Hein. Donc, ce sont des commentaires. En programmation, on met ça comme ça. Donc, les D/ signifie juste des commentaires. Et puis, donc, à l'exécution de votre programme, de votre code source, ça ne va pas prendre charge, ça ne va pas prendre en considération de ces genres de commentaires. OK? OK. Afficher la somme et puis, c'est fin algo. Voilà. Nous avons décortiqué notre exercice et vous avez vu que c'est un peu simple, non? C'est l'algorithme, comme j'avais dit. Si vous avez compris l'algorithme, vous allez voir que non, c'est facile. Et cet algorithme que nous avons fait ici, c'est la même chose que nous allons le mettre en Java. Vous voyez, l'algorithme, vous pouvez l'écrire dans votre langue maternelle. Maintenant, le problème, c'est quoi?
transcrire ce que vous avez écrit dans un langage de programmation. Parce que ce que moi j'ai écrit ici, je peux les transcrire en Java. Ce que moi j'ai écrit ici, je peux les transcrire en Delphi, en VB et ainsi de suite. Donc, il faudra juste connaître la syntaxe. Comment on fait pour faire ça? Ok? Bah, j'espère que, est-ce qu'il y a des questions ou bien il y a des préoccupations? Non, jusqu'à là. Bah, s'il y a des préoccupations, il faut poser, hein? Sinon, on va appeler la police. Ok. On rentre en Java, notre classe est là. Nous allons suivre seulement ce que nous avons fait ici. Ok. Voilà. Maintenant, ici, au niveau de Java, on nous a dit quoi? Nous devons saisir les informations. Donc, l'utilisateur doit saisir ces informations. Donc, il doit saisir les informations au clavier. C'est ça, non? Oui. Maintenant, pour saisir ces informations au clavier, ici, au niveau de Java, on utilise une classe qu'on appelle BufferedReader. OK? Je peux vous donner un exemple typique d'une classe. Comme nous sommes ici, nous sommes à l'intérieur d'une classe, non? Ouais. C'est une classe dont nous sommes à l'intérieur d'une classe. OK? Pour m'utiliser par exemple moi, vous devez faire quoi? Vous devez entrer dans la classe. OK? Ouais. Voilà, c'est la même chose aussi avec ici. Parce que ici, nous allons faire quoi? Les inputs et les outputs. OK? Quand on saisit en informatique, on fait quoi? On dit quoi? On dit que ce sont les inputs. OK? Quand on affiche les résultats, c'est quoi? Les outputs. Voilà. Maintenant, dans ce genre d'exercice, on nous a dit de faire quoi? De saisir les informations et en finalité de faire quoi? D'afficher les informations. D'où nous aurons à utiliser une classe input et output. Voilà. Maintenant, ici, au niveau de Java, pour utiliser une classe, ici on appelle des librairies. Pardon, je m'excuse, des librairies, des bibliothèques. Pour utiliser cette bibliothèque, oui, en Java. Dans d'autres langages aussi, il y en a. Pour utiliser, par exemple, en C# aussi, il y en a. Pour utiliser cette bibliothèque des entrées et sorties, vous devez l'importer. OK? Ouais. Pour utiliser, par exemple, cette salle où nous sommes, vous devez faire quoi? Vous devez faire appel à cette salle et puis entrer dans cette salle. C'est ça, non? Maintenant, ici, en Java, pour utiliser cette classe, on appelle la classe Java Inputs Outputs. Java Input Output. Donc, cette classe ici contient des informations qu'on peut faire entrer dans un programme, tout comme on peut afficher dans un programme, les résultats dans un programme. OK? Ouais. Maintenant, dans notre cadre ici, nous allons l'importer. Et pour importer cette classe, cette library, c'est la commande import. Voilà. Import java.input output. On importe toute sa bibliothèque. Voilà. En programmation ou bien en programmation en général, si vous voyez ça, ça signifie tout. Hein? Tout. All. Donc prendre ça tout. L'étoile, l'astérisque, ça signifie tout. Voilà. Nous avons importé notre classe. Maintenant, nous pouvons utiliser cette classe. Parce que quand vous avez... nous allons maintenant utiliser cette bibliothèque. Parce que quand vous avez fait appel à une bibliothèque, vous devez d'office l'utiliser, non? Ouais. Parce que dans une bibliothèque, il y a par exemple dans une bibliothèque il y a plusieurs livres, non? Ouais. Il y a plusieurs livres. C'est la même chose aussi dans notre bibliothèque input output. Il y a aussi plusieurs cas que nous voulons faire. Maintenant, dans notre cas, nous voulons faire quoi? Saisir les informations. OK? Ouais. Or, pour saisir les informations, les livres à utiliser dans la classe dans la bibliothèque input output, c'est quoi? BufferedReader. BufferedReader. Donc c'est ça va nous permettre à saisir les informations et à faire la lecture des informations que l'utilisateur va saisir. Il y a une question? BufferedReader, ça permet à sorte que vous puissiez afficher l'information. Hein? Afficher par exemple, veuillez saisir le nombre 1. Ouais. C'est BufferedReader. Sans BufferedReader, ça ne va pas fonctionner. C'est comme les combos en VB. C'est comme les combos box. Bon, les combos box, en d'autres termes, on peut dire c'est un conteneur des éléments. Ouais, vous allez insérer vos éléments là-dessus et puis vous allez sélectionner directement. Or, ici, c'est un message. Ça va afficher les messages à l'écran. On peut dire en d'autres termes, c'est du genre message box. Hein? Box. Du genre. OK. OK. Voilà.
premièrement, comme nous avons importé déjà notre truc, nous allons suivre notre algorithme. OK? On commence par notre structure début. Voilà. Structure début. Voilà. On va faire quoi? On va déclarer le nombre 1, le nombre 2 du type double. OK. Or, pour déclarer une variable en Java, nous avons dit quoi? On commence par le type. Voilà, on commence par le type des données. Notre type de données, c'est double. Double, nombre 1, nombre 2, et puis la somme. Et puis point virgule à la fin. OK. Vous allez voir que non, c'est souligné. Vous voyez, c'est souligné. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas encore utilisé. Quand une variable en Java n'est pas encore utilisée, vous allez voir que non, c'est souligné en couleur grise. Et quand les librairies, la bibliothèque n'est pas encore utilisée, vous allez voir que non, c'est souligné en couleur jaune. Et si vous voyez que c'est souligné en couleur rouge, sachez qu'il y a un débogage, c'est qu'on appelle exception. J'espère que je me fais comprendre. Hein? OK. Voilà. Nous avons déclaré notre variable et nous devons ajouter le générateur d'exception. Ça, on va étudier ça plus tard. Les try et les catch. Nous allons étudier ça plus tard. OK, voilà. Nous avons fini de déclarer nos trois variables. Maintenant, nous allons suivre notre algorithme. Voilà. Voilà. Nous sommes au niveau d'ici. Hein. Nous devons faire l'affectation. Hein. Nous devons affecter notre variable somme. Nous prenons somme est égal à 0. Voilà, point virgule. On a affecté 0 à notre variable somme. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire quoi? C'est de déclarer une variable qui va faire la lecture des informations, les buffered reader. Parce que nous sommes dans la bibliothèque Java Input Output. Maintenant, pour utiliser la saisie, vous devez faire appel au buffered reader. Voilà. On met buffered reader. Nous les nommons par exemple saisie. Voilà. Buffered reader saisie. Là, nous l'avons nommé égal new. Nous sommes en train maintenant de le créer, de faire l'instanciation. Buffered reader new input stream reader. Who's that? System point in. Alors, le stream reader là, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Ok. Voilà. Nous avons instancié notre objet buffered reader qui va nous permettre de faire la saisie. Donc, il va nous permettre de récupérer les informations, bien qu'il va nous permettre d'afficher une barre de saisie. Donc, qui va permettre à l'utilisateur de faire la saisie. OK? C'est buffered reader. Donc, buffered reader permet à ce qu'une personne puisse faire la saisie au mode console. Donc, l'utilisateur puisse faire la saisie au mode console tout en important
son bibliothèque qui est Java Input Output. Vous allez voir que non, c'était souligné en jaune et il n'y a plus ces soulignements en jaune parce que nous avons utilisé un composant de Java Input Output. Et c'est Buffered Reader ici, nous l'avons nommé saisie. Ok, ça nous l'avons déclaré. Et puis ici, nous avons nommé, donc nous avons fait appel à Buffered Reader, nous l'avons nommé saisie. Nous avons dit que non, dans notre programme, ça sera quoi? Saisie. Les Buffered Reader ici, ça sera saisie. Et pour que ça puisse fonctionner, vous devez les créer. Parce que ici, nous avons fait que sa déclaration. On a déclaré ça et puis on a nommé ça. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner normalement, vous devez les créer. Et pour la création d'un objet en Java, on fait la commande new et puis les noms de ce que nous voulons créer. L'objet que nous voulons créer, c'est Buffered Reader. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, ici, nous l'avons déclaré, nous l'avons nommé. Pour que ça puisse fonctionner, maintenant, nous devons les créer. Nous devons les créer. Et pour les créer, pour instancier, parce qu'en programmation, on parle vraiment instancier. Pour instancier, on utilise la commande new et puis les noms de l'objet que vous voulez instancier. Et les new input stream reader, donc ça vous permet de lire les informations que l'utilisateur va entrer. Input reader, donc ça vous permet de lire les informations que l'utilisateur va entrer. Donc c'est-à-dire que non, cet objet ici que nous avons créé, saisie, va lire les informations que l'utilisateur va introduire. Ok, c'est pour ça que vous allez voir que system.in, donc input. Donc c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser ça normalement. Quand vous avez déjà fait ça, soyez sûr que non, vous êtes dans le bon. Ok. Voilà. Et nous migrons dans notre algorithme. C'est quoi? Afficher. P saisit les nombres 1, non? Oui. Voilà. Ici, afficher en Java, on fait quoi? C'est system. Print system.out print ln. Ça signifie quoi? C'est système, hein? Affichez-nous une ligne, print line. Dans system out, donc à la sortie, affichez-nous quoi? Imprimez-nous une ligne. Maintenant, dans cette ligne-là, vous allez imprimer quoi? Vous allez dire que non. Veuillez quoi? C'était quoi l'information? On prend ça. Veuillez saisir les nombres 1. Okay. Donc, dans cette ligne que le système va imprimer, on va dire quoi? Veuillez saisir les nombres 1. Ok. Maintenant, quand nous avons imprimé, dans notre algorithme, nous avons fait quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons faire la lecture, non? Oui. Voilà. Or, la lecture, ça signifie quoi? Prendre l'information que l'utilisateur a saisie, l'affecter dans la variable convenant. Oui. Voilà. Ici, ça sera quoi? Donc, le nombre 1, nous allons affecter cette variable que l'utilisateur va saisir. Donc, nombre 1 sera égal à saisie point read line. Voilà. Voilà. Le nombre 1, normalement, ça sera saisie.readline. Qui peut m'expliquer ça? Le nombre 1 saisi, on doit afficher une ligne. Readline. C'est l'anglais, hein? La lecture. La lecture. Ça, d'abord, saisie, c'est quoi? Saisie, c'est le buffered reader. Voilà, buffered reader que nous avons nommé ici. Donc, ça récupère la valeur que l'utilisateur a saisie. Et puis, ça fait quoi? Readline. C'est quoi? Lire. Read, c'est lire. Donc, lire cette ligne. Donc, prendre cette ligne et puis lire cette ligne, l'affecter dans les nombres 1. Voilà. Pourquoi il y a une erreur? Parce que c'est souligné en rouge. Pourquoi il y a une erreur? Parce que le champ de saisie, par défaut, c'est le type d'élément string. Mais par contre, on a déclaré le nombre 1 comme étant le type double. On a l'air là, j'ai voulu parier. Ok, vous avez raison. C'est souligné en rouge parce que normalement, nous avons déclaré notre variable nombre 1 du type des données double. Donc, ça va contenir les chiffres. Or,
par défaut, le text box, quand on fait la saisie dans le clavier au niveau de la programmation, automatiquement, c'est le type de données, caractère ou string. Mais non, il y a incompatibilité des données. D'où on ne peut jamais affecter le type de données caractère vers un type de données qui est double. Oui. D'où il faudra faire quoi? Les transtypages. Donc, il faudra passer du type de données qui est caractère vers le type de données qui est double et puis vous l'affectez directement. OK? Parce que on prend l'exemple des cas là qu'on appelle des 20 tonnes de bennes. Voilà. Dans des bennes là, on peut mettre des moellons, on peut mettre des caillasses. Mais on peut jamais mettre des lots. Parce que ça peut jamais transporter des lots. Donc, ce sont les compatibilités des types de données. C'est la même chose aussi en programmation. Donc, les types de données doubles doivent contenir que les informations qui sont compatibles par rapport à son type de données. Là, j'espère que je me fais comprendre. Ouais. OK. Maintenant, pour faire ces transtypages, on doit faire quoi? Attends, j'efface tout ça. On va écrire double point parse in, parse double. Voilà. Voilà. Et puis, à l'intérieur, on met saisie point readline. Voilà. C'est simple. OK. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Prenez ces informations qui sont saisies, hein? Analysez-les vers les types de données doubles. Parse. Parse, c'est un verbe du genre analyser en anglais. Donc, parse, to parse, parse. Donc, analyser. Donc, analysez-moi ce qui est du type de données caractère, les mettre dans un type de données double. Donc, là, vous allez voir que non, ça va, ça marcher. Voilà, c'est la même chose aussi. Donc, j'espère que nous sommes ici au niveau de notre algorithme. Et puis, nous allons entamer ici. Voilà. C'est la même chose, nous prenons ça. Voilà. Fait la copie. Donc, on dit veuillez saisir les nombres 2. Oui, allô? Oui. Oui. Vous êtes là déjà? Moi, Ah, ok, j'arrive alors. C'est bon. Voilà. On va saisir le nombre 2. Voilà. Et puis, on va affecter aussi ça, le nombre 2. Et puis, ça sera... Voilà. Donc, on va analyser les informations qui sont saisies au nombre 2. Et puis, on l'affecte directement dans la variable 2. Je me fais comprendre. OK. Voilà. Nous sommes arrivés ici. On a fait déjà tout ça. Maintenant, nous allons entrer dans les structures, dans la structure traitement. OK. On peut prendre ça. Hein? Voilà. Voilà. On prend notre algorithme. OK. Nous sommes ici. Voilà. OK. Voilà. On a pris ce que nous avons écrit dans notre algorithme. Qui peut me dire pourquoi il y a une erreur? Parce que le somme n'est pas encore... On n'a pas encore fait le transtypage pour le somme. Non. Qui peut dire Parce mieux? qu'on n'a pas encore fait les traitements. Mais c'est ça les traitements qu'on est en train de faire. Parce qu'il n'y a pas point de virgule. Voilà. Premièrement, parce qu'il n'y a pas point virgule. Voilà. Et deuxièmement, sensible à la casse. Et deuxièmement, je vous souffle même la réponse. Et deuxièmement, regardez la variable nombre D et regardez comment est-ce que nous l'avons déclaré. Il y a l'espace. Voilà. Donc, le langage Java est sensible à la casse. Quand vous déclarez une variable, vous devez l'utiliser de la même sorte que vous l'avez déclarée. Si vous l'utilisez autrement, vous allez voir que non, ça ne va pas passer. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, vous allez voir que non, les variables que nous avons déclarées et que c'était souligné d'une manière grise. Où c'est? Nombre. Ici, non, ça, ce sont des opérateurs. Là, ce n'est pas un problème, ça ne pose pas de problème. C'est la variable qui pose un problème, donc la sensibilité à la casse. C'est ça un peu ça. OK. Et puis,
vous allez voir que non, les informations que nous avons utilisées ont déjà pris forme. Hein. Maintenant, ici, nous ne l'avons pas utilisé parce que nous ne l'avons pas encore affiché. Quand nous allons afficher cela, vous allez voir que non, ça va prendre de la valeur. OK. Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a une question? Il y a une question, il y a une préoccupation? Il y en a un peut-être. Ah, il y en a aura. OK. C'est bon. Vous allez voir que non, notre algorithme que nous avons fait, nous sommes en train de respecter. Donc, il suffit juste de connaître comment est-ce que vous pouvez placer votre algorithme dans un langage de programmation. OK. Nous sommes au niveau d'ici. Voilà. On prend ça. On les met ici. Voilà. Ici, ça sera comme un commentaire. Afficher la somme. Afficher la somme, ici, ça sera quoi? Système point out point print ln et puis on va dire quoi? Somme. On va dire non, la somme est de et puis plus ça plus somme. Voilà. Qui peut m'expliquer ce que j'ai écrit? La somme est D, là c'est le message. Oui. L'espace là, vous laissez un espace, parce que l'espace c'est considéré comme étant aussi un champ de caractères. Oui. Et la somme là, c'est les résultats des opérations. Voilà. Normalement, c'est ça ce qu'il vient de dire. Donc, affichez-nous. Par exemple, on va appeler ça les nombres N ou nombre D. Oui, normalement. OK. On va faire quoi? On va afficher la somme ED. Ça, c'est considéré comme chaîne de caractères. OK. Les chaînes de caractères, on l'affiche entre guillemets dans la programmation. Donc, ça va afficher la somme ED. Plus ici, c'est un opérateur. OK. Donc, ça fait la concaténation entre la somme et ça. Ça, c'est juste l'espace. Ça suffit juste l'espace. Et puis, plus la valeur qui sera trouvée ici au niveau de la somme. J'espère que je me suis fait comprendre. OK, on exécute notre programme pour voir la réaction. J'espère que nous avons fini notre algorithme que nous avons fait ici tout à l'heure. OK. Voilà, ça s'affiche directement ici. OK. Veuillez saisir les nombres 1. Voilà, nous venons, nous saisissons 25. Veuillez saisir les nombres 2. 15. Voilà. La somme est de 40. Donc, j'espère que vous avez vu. Les bulles 6 et fou, ça signifie quoi? Votre programme a été exécuté dans 15 secondes. 16 secondes. Donc, dans 16 secondes, tout ça a été exécuté déjà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça, ce qui est comme énoncé qui était ici. J'espère que nous avons résolu l'énoncé qui était ici. Maintenant, nous allons prendre le second exercice et puis le troisième exercice pour finir la journée d'aujourd'hui. OK? Voilà. Le second exercice, je vous laisse faire. Et le dernier exercice, on va faire ça ensemble. OK? Voilà. J'espère que vous avez l'exercice. Vous avez ce qu'il faut nécessairement pour travailler cet exercice. Et puis, j'espère que vous n'allez pas vous perdre. OK? Il y a des préoccupations? Il y a une question? Nous avons démontré comment est-ce qu'on fait appel. Il y a une application à part ça. Vous dites? Il y a une application quelque part en Java. Oui, on peut compiler cela. Maintenant, ça va s'exécuter en mode console, déjà en DOS. Ouais, ça va s'exécuter en tableau noir. On a exécuté ça, créer une application quelconque. C'est une application déjà. Si on fait la compilation de cette application, ça sera en mode console. Ouais, déjà en DOS. Ça va afficher un tableau noir. Ça vous dit par exemple, veuillez saisir les nombres 1.
vous saisissez. Vous voyez saisir les nombres relais, vous saisissez, puis ça affiche. Donc, ça va afficher un tableau noir. Donc, le mode console, c'est ça. Quand vous parlez du mode console, c'est du genre tableau noir. Donc, ça affiche seulement les tableaux noirs. C'est ça. Maintenant, en mode graphique, nous aurons à placer des composants, des labels et tout consommer. Tandis qu'en mode graphique, il y a ce genre de conditions. Donc, vous devez d'abord comprendre ces genres de conditions. Comment est-ce qu'on les texte? Oui, les mêmes conditions, ces conditions que nous avons fait, nous pouvons aussi les faire en mode graphique. Vous allez voir, au fur et à mesure que nous avons travaillé, ce que nous avons fait ici, nous allons les transporter au mode graphique et puis vous allez voir. Au mode graphique, il y a le travail, c'est pas bien, le travail double. On fait le travail double. Ouais, au mode. Avec les codes aussi. Oui. Ok, vous faites les graphiques, vous placez les composants et tout comme ça, puis vous mettez les. On va pas faire ces modes ici. Voilà, ces modes ici, c'était les modes un peu les plus avancés. Du fait qu'en programmation, même si vous regardez dans des films et tout comme ça, on travaille souvent en mode console. Hein. Ouais. Dans des films, vous voyez seulement ce sont les tableaux noirs. Maintenant, en programmation, aux époques anciennes, on travaillait beaucoup plus dans le mode console. Ok. Maintenant, il y a eu l'informatique de gestion qui est venue et tout comme ça. Il y a eu le mode graphique aussi qui s'est vraiment développé. À ces moments-là, beaucoup d'entreprises utilisent beaucoup plus les modes graphiques. Donc, c'est un peu facile à l'utilisation. Et il y a eu ce qu'on appelle what you see, what you get. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous allez faire. What you see, what you get. Voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous aurez. Voilà, ça, what you see, what you get. C'est un peu ça. Tandis qu'ici, dans ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas de what you see, what you get. Okay. Donc, c'est purement code. C'est purement vraiment code. Si vous connaissez les codes, vous allez faire ce que vous voulez. Vous voyez? C'est un peu ça. Ok? Vous pouvez faire ça et faire la relation avec la base de données. Oui. Vous pouvez faire ces modes console et puis vous faites la relation directe avec la base de données. Ça va marcher. Oui, ça va marcher. Ça va marcher. Maintenant, ce genre de mode de console n'est pas vraiment beaucoup plus demandé dans les entreprises. Okay? Dans les entreprises, on utilise beaucoup de modes graphiques. Même ici, vous avez des modes graphiques. Oui, même ici, je suis en train de concevoir une application là, en mode graphique. C'est ce que j'étais en train de faire. Je vous montre. C'est où là? Voilà. C'est ce que j'étais en train de faire, c'est ça? Voilà. C'est un mode graphique, hein? PowerPoint. Non. Ça, c'est un défi. PowerPoint, c'est ça. PowerPoint, c'est ça. Ça sert à quoi? PowerPoint sert à créer des diapos. Hein? Des diapos pour des présentations de presse, des présentations de projets. Vous pouvez faire un diapo. Ouais. Diaporama, diapo. C'est un diaporama. Donc, j'ai fait mon diapo comme ça. J'explique mon projet, j'explique et tout qu'on sort. Je peux passer à la deuxième page. Je peux avoir des effets et tout qu'on sort. Il y en a beaucoup, hein. Ok, j'espère que travailler le deuxième exercice. Je vais laisser